Oh oh. C'est à moi. Allez Sacha. On fait moite-moite. Ok. Toi au moins t'es une vraie amie. Tiens. Hello. Oh. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 8 de Shingeki no Kyojin, un épisode bascule en termes de drama, un épisode qui va sans aucun doute changer la trajectoire affective de Shingeki no Kyojin pour les épisodes à suivre et le reste de cette ultime saison. On commence par un duel éclair entre Eren et Reiner. À vrai dire, ce n'est pas vraiment un duel dans la mesure où Eren est à sec, et Reiner a pour seule priorité de s'accaparer Porco, qui s'apprêtait à être dévoré par Eren, ce qui explique pourquoi Reiner était prêt à se prendre un coup, pour peu que cela lui permette de sauver son camarade. Ça m'a d'ailleurs amené à m'interroger sur la puissance des titans. Si je devais me référer aux 3 premières saisons, je dirais que le top 3 est solidement accaparé par Zeke en tant que titan bestial, Annie en tant que titan féminin, et Bertolt en tant que titan colossal. Zeke, malgré la rouste monumentale qu'il s'est pris par Levi, reste un titan très dangereux, doté d'un certain génie tactique et très adroit en termes de puissance de lancer. Qui plus est, nous n'avons pas vu sa bataille avec Reiner, mais il apparaît qu'il a dominé le cuirassé sans trop de mal. Annie a toujours été experte en combat au corps à corps, peut-être la plus forte de la garnison, hormis Levi et peut-être Mikasa. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui a gagné le duel entre elle et Mikasa. Puis Berthold qui, malgré une discrétion hors norme, du fait probablement de sa double identité à l'époque, un Berthold qui, lorsqu'il était à Mar, faisait partie des meilleurs éléments en matière non seulement de combat, mais d'observation, d'analyse tactique, etc., etc. On a pu apercevoir l'étendue de ses capacités et le danger qu'il a posé à la brigade d'exploration lors de la bataille de Shiganshina. Il est même parvenu à tenir brièvement la dragée haute à Mikasa. Dans le bas du classement, je mettrai Eren et Reiner. Ces deux-là ont vraiment beaucoup de points en commun, dont une certaine médiocrité de base, notamment en termes de combat pur. Reiner, à l'époque de Mar, était bon dernier parmi les candidats aux titans primordiaux, et ici il est choisi pour aller sur l'île du paradis. C'est parce que Marcel Galliard, l'ex-titan mâchoire, s'était arrangé pour faire en sorte que son petit frère, Porco Galliard, ne soit pas admis, parce qu'il voulait qu'il reste en vie. Eren, c'est un peu la même chose, il n'est de base pas vraiment doué au combat, de même pour la manœuvre tridimensionnelle, mais ce qui le distingue fortement, c'est cette puissante volonté à aller de l'avant, quoi qu'il advienne. Une ténacité et une détermination qui datent d'ailleurs d'avant l'attaque sur Shiganshina. Et Eren a toujours été comme ça. Un garçon ordinaire, mais doté d'une hargne paradoxalement hors norme. Enfin, dans le top 3 du bas-fond, Ymir, parce qu'elle a hérité d'un titan primordial alors qu'elle n'aurait pas dû en temps normal. Elle n'a pas pu vraiment l'entraîner, ce qui peut expliquer la différence entre le titan de Porco Galliard qui avait une mâchoire particulièrement puissante et imposante, là où la mâchoire d'Ymir était à peine proéminente. Elle se distinguait ceci dit en termes d'agilité et de rapidité. Paix à toi Ymir. Pour ce qui est de la post-ellipse, les rapports de force ont très probablement évolué. Eren semble avoir fait en sorte de travailler sa stamina en tant que titan, tout en renforçant ses capacités offensives. Je fais par exemple référence à cette cristallisation des phalanges qu'il utilise à chaque fois qu'il part au contact. Annie, jusqu'à preuve du contraire, est restée prisonnière de son cristal, d'où une probable stagnation si ce n'est une régression. Quant à Armin, on ne sait pas encore s'il s'est vraiment entraîné pour maîtriser le colossal et ses compétences physiques de base. Zeke est probablement au même niveau, mais le simple fait qu'il ait désormais connaissance de la puissance de feu de la brigade d'exploration et d'un certain Levi Ackerman pourrait l'amener à anticiper et devenir beaucoup plus dangereux à l'avenir. Eren, voyant bien qu'il ne parviendra pas à avoir le dessus sur Reiner, bat en retraite avec ses camarades en vue de rejoindre l'aéronef piloté par Onion Copen. C'est une victoire absolue de la brigade d'exploration et la retraite des démons du paradis est refusée en bloc par une certaine Gabi dont la rage qui bout en elle ne cesse d'accaparer la moindre de ses cellules. On notera l'échange de regards entre Armin et Eren lorsque celui-ci arrive à bord du dirigeable, un regard particulièrement froid, un silence, une gêne de Mikasa qui semble à nouveau attester du fait que Eren se les jouait solo et a contraint ses comparses à mener une guerre
dont il n'avait pas forcément envie à la base. J'imagine qu'il va y avoir pas mal de flashbacks par la suite, histoire de comprendre comment cette résolution d'Eren s'est formée et pourquoi Armin, Levi, Ange et compagnie lui en veulent autant. La paix était-elle possible? Avions-nous encore la possibilité de nouer une alliance entre l'île du paradis et Mar ainsi que les autres nations, dont la coalition de l'Orient? Pour l'heure, Eren se prend une rouste monumentale de Levi pour ne pas changer et se fait arrêter. L'occasion à nouveau de remarquer à quel point Eren a changé. Lorsque Levi lui reproche à sa façon son égoïsme, Eren semble adopter une posture de défi frontal avec son capitaine, une posture d'arrogance et de colère qui amène Levi à le considérer comme l'une de ses loques des bas-fonds où jadis il passa l'essentiel de son enfance et de son adolescence avant d'être recueilli sous la coupelle de Erwin Smith. De fait, tous les membres de la brigade d'exploration sont dans l'aéronef à l'exception du général Lobov, soit un ex-gradé de la garnison qui, pour rappel, avait pour mission principale de défendre les 3 murs de la forteresse de l'île du paradis. À voir si les choses ont changé, mais avant l'ellipse, Dot Pixis en était le commandant. Notez que Hannes était l'un des lieutenants de la garnison, soit celui qui a sauvé Eren et Mikasa 2 fois. La première lorsque le titan de Dina Fritz venait de tuer leur mère, la deuxième fois lorsque ce même titan s'apprêtait à les tuer. Hannes a d'ailleurs perdu la vie à ce moment-là. Mais revenons au présent. Il y a eu 6 morts du côté de la brigade d'exploration, soit 6 héros au regard de nombreux membres de la brigade, dont Floch, qui semble être particulièrement en transe à l'idée de restaurer la dignité et la grandeur d'un nouvel empire eldien. On voit bien Floch ainsi que de nombreux membres de la brigade semblent adhérer à cette vision totalitaire ou du moins va-t-en-guerre de Eren. Connie, quant à lui, est simplement heureux que ses 2 amis, Sacha et Jean, soient en vie. On réalise à nouveau la belle alchimie qui lie ces 3-là depuis la saison 1. Retour à Falco et Gabi qui n'en démord pas et veut absolument tuer Eren Yeager malgré le fait que celui-ci soit désormais dans l'aéronef. Falco, lui, a pu avoir la version d'Eren, il comprend plus ou moins qu'il s'agit d'une revanche liée à la mission, il y a des années de ça, des guerriers primordiaux sur l'île du paradis. Falco sait que Eren a vu sa mère se faire dévorer sous ses yeux suite à cette attaque. Falco comprend que le sang appelle le sang, et qu'en l'état actuel des choses, cela ne servira à rien. Mais Gabi étant Gabi, celle-ci ne veut rien entendre. Elle met en doute les paroles de Falco quant au fait qu'il puisse s'agir d'une revanche. Et surtout, son lavage de cerveau lui a mis dans la tête que tous ces gens-là, les démons du paradis, sont de véritables vermines prêtes à tout pour commettre à nouveau des génocides pour peu qu'ils en aient la possibilité. Là où elle et les bons Eldiens font en sorte d'essayer de construire un monde uni où ils pourraient enfin cesser de vivre dans ces camps de concentration liés au massacre de leurs ancêtres. Ajoutez à cela le fait que Sophia est morte, écrasée par un bloc de béton juste à côté d'elle, le fait que Udo s'est fait écrasé vivant par une foule paniquée, les gardes du portail qui étaient pourtant mariens, qui l'ont enjoint à repartir à l'hôpital avant de se faire abattre par Sacha, sa ville natale de Revelio détruite. Je peux comprendre du moins en partie pourquoi Gabi est dans cet état d'esprit de revanche absolue. Et l'horreur commence. Le général Lobov, qui s'apprêtait à rejoindre l'aéronef, remarque la présence de Gabi, mais il ne tire pas en comprenant que ce n'est qu'une enfant, et en une fraction de seconde, tout est fini. Gabi a d'excellentes capacités de snipeuse, Lobov se fait tuer d'une balle dans la tête, et alors qu'il tombe durement à terre, son harnais reste accroché à l'aéronef. D'où l'opportunité pour Gabi, une fois qu'elle a compris le mécanisme de remontée du pistolet à manœuvre tridimensionnelle, l'opportunité d'essayer de tuer à nouveau des démons eldiens. Falco, qui aime Gabi et qui a promis à son oncle Reiner qu'il la sauverait de cet enfer qui lui est promis, s'agrippe au corps de Lobov et accompagne Gabi dans cette ascension vers l'enfer. Lorsque le corps de Lobov vient frapper la porte d'entrée de l'aéronef, seul Sacha remarque le bruit. Les autres font la fête et ne se doutent de rien. Gabi arme son fusil, Gabi tire. Une balle qui vient se loger tout droit dans le ventre de Sacha. Sacha est grièvement blessée, elle n'est pas tuée sur le coup et on peut alors espérer qu'elle s'en sorte. Cela étant dit, elle commence à délirer. Fanatique de nourriture qu'elle est, elle parle de viande et l'on commence à tressaillir
l'assaillir lorsqu'on s'aperçoit que son regard commence à se vider de sa substance. Son regard part de plus en plus vers un lointain qui n'appartient pas à ce monde-là. Jean, qui a failli être tué par la suite, reste paradoxalement la voix de la raison. En quoi jeter 2 enfants dans le vide va-t-il mettre fin à ces tueries? Gabi et Falco, après s'être pris une ruée de coups par Floch et ses camarades, sont faits prisonniers. Retour à Revelio avec une pique qui se remet doucement de ses blessures et confesse au général Théo Magat que ce soldat barbu qui les a accompagnés et piégés avec Porco ne lui était pas inconnu. De fait, il appartenait à la première expédition partie en repérage après l'échec de Reiner et Zeke à s'approprier le Titan originel, un équipage dont Mar n'a plus entendu parler par la suite. Or, on peut voir dans une image du flashback qu'il y a Onion Coupon avec ce fameux soldat. C'est à partir de là qu'on comprend que cet équipage, ou du moins une partie de cet équipage, s'est allié avec les démons du paradis. Nous comprenons vite pourquoi. Le soldat barbu est en réalité une soldate, Yelena, une disciple ardente d'un certain Zeke, qui a survécu. Il ne s'agissait que d'un acte en collaboration avec Ange, Levi, la brigade d'exploration, si ce n'est les autres corps de la Cité des Trois Murs. Et cette trahison monumentale pourrait être liée au fait que Mar ait peut-être trop maltraité les Eldiens de Revelio. Peut-être que Zeke en a eu marre et a fini par faire volte-face en rejoignant le camp ennemi. Levi, quoi qu'il en soit, est déterminé à le tuer tôt ou tard. Précisons qu'il s'agissait de la dernière mission qui lui a été confiée par Erwin Smith. Erwin Smith que Levi a toujours tenu en haute estime. Avec la présence de Zeke, il s'avère que nous avons au sein d'un même aéronef le détenteur du Titan originel et un héritier de sang royal. Autrement dit, avec ces 2 facteurs, il est probable que le grand terrassement soit l'éveil des dizaines de milliers de titans colossaux présents dans les Trois Murs, puisse être déclenché. Il n'empêche, Eren a trahi les siens, il y a une perte de confiance irrémédiable et le héros passé des 3 premières saisons va très probablement être écroué. Ce qui devait arriver arriva. Un Connie dévasté nous confirme la mort de Sasha Bros. Sasha était unique, spontanée, dotée d'instincts formidables, drôle, épicurienne, obviously, bienveillante, loyale, elle n'avait que des qualités. Si je devais citer une scène de Sasha qui m'a le plus marqué, je dirais qu'il s'agit de la saison 2, lorsqu'elle part à la rescousse d'une jeune fille de son village natal, en l'empêchant d'être tuée par un titan. Elle parvient à neutraliser la créature grâce à son arc, une précision inouïe et une vaillance qui ne peut que forcer le respect. Sasha appartenait à la Terre, Sasha était issue d'une famille de chasseurs. Sasha a connu la famine, ce qui explique pourquoi elle est si obsédée par la nourriture. Sasha était Sasha. Je repense au moment où elle se faisait réprimander par le lieutenant instructeur Kaif Sadies parce qu'elle mangeait une patate au beau milieu de la garnison alors que celle-ci écoutait les premières instructions de Kaif. Et plutôt que de se faire toute petite après avoir été prise sur le fait, Sasha lui avait proposé une moitié de sa patate, comprenez 1/10 de sa patate. Je repense également à la fin de la première moitié de la saison 3, juste avant la bataille de Shiganshina. Erwin Smith et ses comparses avaient décidé d'organiser un grand buffet où il y avait de la viande et Sasha avait totalement pété les plombs, allant jusqu'à manger Jean et frapper ce pauvre Marlo Frodenberg. La rage de nombreux internautes envers Gabi est d'un côté légitime et de l'autre pas vraiment. Le fait est que nous avons beaucoup d'affect envers Sasha et très peu envers Gabi. Mais lorsque l'on se place du côté de sa perspective, on réalise que Gabi ne fait que répéter ce cycle de la haine qui lui a été transmis dès sa naissance et du fait d'un caractère vindicatif, du fait d'une volonté hors norme, Gabi s'est transformée en cette fanatique dotée d'une vision particulièrement totalitaire, prête à tout pour terrasser l'ennemi, y compris perdre sa propre vie. Ce n'est pas pour rien que Hajime Isayama ne cesse d'établir des parallèles entre Gabi et le Eren d'il y a 10 ans et quelques. Malheureusement, l'humanité ne cesse de répéter encore et encore les mêmes erreurs. Tenez-vous pour dit, il n'y aura pas de happy ending. Pour ma part, je pense que Eren a vraiment changé dès l'instant où il a pris connaissance du journal de son père, l'histoire de l'Empire Eldien, l'histoire de Mar, persécuté qui devient persécuteur, puis ces flashbacks qu'il a eu par rapport à Dina Fritz, mais aussi par rapport à Historia. À partir de là, Eren est devenu quelqu'un de différent. Quand bien même sa rage, sa ténacité, son totalitarisme à l'encontre de l'ennemi n'a peut-être jamais changé. Ce sera tout pour aujourd'hui. Sasha,
tu nous manqueras. Ciao, ciao.